fonction des régions, les concentrations ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il faut dire que quand un sol est vraiment pollué, ça peut, par exemple, si je prends le site de Métal Europe que je connais bien, ça peut être 16 fois, 10 fois, 7 fois les concentrations des fonds géochimiques. Là, on peut parler d'une contamination. Un, deux, trois, Bonsoir, 17e émission de C'est dans le sol ce soir. Nous sommes le 22 février 2022, ce qui fait 2-2-2-2-2 et dans le sens contraire, ça fait pareil. C'est donc un jour palindrome. Je suis sûr que parmi les enfants qui naissent aujourd'hui, certains se verront affublés du prénom de palindrome. J'en fais le pari par des parents inconscients. Alors, vous savez que cette émission est produite par la coopérative Rhizobium, que je ne vous présente plus. C'est l'université populaire du sol et des zones humides, enfin des sols dans toute leur acception la plus large. Université populaire sur la connaissance et donc la préservation des sols et des zones humides, et qui réunit par ce genre d'événement, dans un labo, le Pecnolab, des praticiens des sols, des usagers des sols, et puis des gens qui savent, des académiciens du sol, universitaires, chercheurs, donc paysans, jardiniers, maraîchers, cultivateurs, éleveurs, forestiers, et j'en passe. Alors, deux petites infos. La première, sachez qu'à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, Rhizobium, encore elle, encore lui, oui, c'est une coopérative, donc c'est féminin, organise un webinaire le 3 mars qui sera animé, devinez par qui, par moi. Voilà. Il s'agira de discuter des effets du changement climatique sur les zones humides du bassin de la Goutte, voilà, dans le Tarn, avec 4 acteurs de la conservation des zones humides dans le Tarn. Allez donc sur le site de Rhizobium pour vous inscrire. En ce qui me concerne, sachez, mesdames, messieurs, que le 24 février, si vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 diffuse le film que j'ai écrit, dont je fais la voix off, sur les sols, dont je ne peux pas vous donner le titre parce que je viens de l'oublier. C'est toujours comme ça. Donc, c'est le 24 février à 22h55. Ce sera en replay. Ensuite, sachez également, si vous avez vu ou si vous ne l'avez pas encore vu plutôt, qu'il y a une bande-annonce à cette 17e édition de C'est dans le sol qui est jouée par un acteur, voilà, Mehdi, qui s'est encore surpassé. Figurez-vous que dans cette bande-annonce, il pleut, non, par contre, pardon, il chante, raison pour laquelle il pleut ici à Paris et raison pour laquelle tonton Vladimir, très mécontent, a déclenché une offensive en Ukraine. Ukraine, un pays bien connu pour la qualité de ses sols, parmi les plus fertiles du monde, et dans le Donbass, et je ne sais plus où ailleurs, où tonton Vladimir veut aller faire un tour. Les sols sont non seulement fertiles, mais aussi extrêmement pollués parce que ce sont des zones de production métallurgique, sidérurgique et un immense champ de charbon. Ça tombe bien, ce soir, 17e émission, nous traitons de la pollution des sols avec comme question: où en est-on en matière de remédiation? Mesdames, messieurs, bonsoir, vous êtes 70, ça devra encore monter dès lors que je vous aurai délivré le nom de la personne qui nous accompagne, Anissa Lounès Hadj Sahraoui. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis Oui, là. vous êtes là, bonsoir. Bonsoir, Anissa Lounès Hadj Sahraoui, vous êtes maître de conf, vous êtes plus que maître de conf, vous êtes professeur des universités au sein de l'équipe Interaction plantes, champignons et remédiation à l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale. Alors voilà, littoral, Côte d'Opale, tout ça c'est chez moi. On est entre Calais et la frontière belge, cet immense littoral qui va tout d'une traite jusqu'au Danemark, on va dire, c'est plat jusqu'au Danemark. C'est du sable, c'est de l'eau. Madame Lounès Hadj Sahraoui, alors ça a dû vous faire tout drôle, hein. Vous êtes née à Alger, vous avez fait vos études à Nancy, vous avez dû prendre un violent coup de froid, vous êtes arrivé dans une région parmi les plus industrielles du monde, enfin en tout cas anciennement. Qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la pollution des sols? Eh bien, à l'origine, moi, je m'intéressais plutôt aux micro-organismes du sol, donc à la vie du sol. Et il se trouve que le sol, qui est à l'origine donc de pas mal de fonctions essentielles pour notre vie, donc il y a un lien direct entre le sol et la vie sur Terre, avec tous les services écosystémiques que vous connaissez probablement.
Et on s'est aperçu, il n'y a pas que moi, que malheureusement, ce sol était menacé par pas mal de facteurs, dont les changements climatiques et pas mal de choses, et la pollution. Et donc, c'est là où le lien s'est fait entre l'étude donc, des micro-organismes du sol et l'impact de la pollution sur ces micro-organismes. Et suite à cela, j'ai essayé de voir, je me suis intéressée aux méthodes de traitement de cette pollution, comment on pouvait finalement empêcher que cette pollution impacte bien sûr négativement la vie du sol, qui est à l'origine donc de la vie sur Terre, humaine, et les animaux et tout le reste. Donc, c'est comme ça que voilà, j'en suis venue à travailler sur la pollution des sols. Et par ailleurs, je suis dans une région, vous n'êtes pas sans savoir, on est dans le top 5 des régions les plus polluées de France, malheureusement. C'est vrai que ce n'est pas très marrant, mais c'est historique. Hein. C'est dû à toutes les activités industrielles, minières notamment, qui ont eu lieu donc, dans la région. Et donc, on a un héritage, on va dire, entre guillemets, riche en sols et sites pollués. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, effectivement. Alors, les sols comme l'eau, on peut dire que c'est un livre ouvert sur la mémoire économique d'un pays, sur les modes de vie d'avant. Et donc, les sols, chez nous, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, mais aussi en Lorraine, et puis ça doit être pareil en Ukraine, du côté qui fait l'actualité. Les sols, ils sont très représentatifs d'une histoire industrielle passée chez nous, oserais-je dire malheureusement. Qu'est-ce qu'on y trouve du coup comme polluants? C'est des métaux lourds avant tout? Alors, dans le sol, on peut trouver différentes natures de polluants. Les polluants les plus fréquemment retrouvés sont en effet ce qu'on appelle couramment les métaux lourds, les éléments de traces métalliques, mais il y a autre chose. Généralement, un sol, pollué, c'est un cocktail de polluants. On a les éléments traces métalliques, on a les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les PCB, polychlorobiphényle, les dioxines, les furanes, et j'en passe et des meilleurs. Donc, en fait, c'est des cocktails explosifs, d'où la difficulté et la complexité de cette problématique de la pollution des sols. Attention, quand vous dites explosif, c'est une vue de l'esprit. C'est pas Oui. censé exploser, hein, attention. Oui, c'est effectivement, c'est au sens figuré, mais on n'est pas loin de la D'un réalité. point de vue écotoxicologique, on peut les considérer comme explosifs. Tout à fait, écotoxicologique et santé publique. Et santé publique. Alors, on va y venir. Dioxine et furane, c'est des produits de la combustion de composés lourds comme les PCB, c'est ça? Oui, ça peut être en fait des rejets d'incinérateurs. Quand on est D'accord, par exemple. Maintenant, les incinérateurs ancienne génération rejetaient des dioxines furanes. Et donc, ces dioxines furanes rejetées dans l'atmosphère finissent où? Ils finissent par se déposer et polluent des sols. C'est le cas, par exemple, à Alouin, où en fait, on a des sols pollués. Voilà, donc ça peut être le résultat des incinérateurs. Mais ce que je voulais dire, c'est pour rassurer les gens qui nous écoutent, actuellement, on a des incinérateurs nouvelle génération avec des filtres sophistiqués qui permettent de retenir justement ces dioxines furanes et théoriquement, les rejets atmosphériques ne contiennent plus de dioxine furane et donc, par conséquent, on ne pollue plus les sols par les dioxines furanes, théoriquement. Mais j'avais lu que dans le bruit de fond, effectivement, la principale source d'exposition au dioxine et au furane, c'était le barbecue. Le barbecue, il produit des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Quand vous avez une viande bien grillée, bien cramée, vous mangez des HAP. Et ben voilà, donc faites attention, c'est bon, hein, mais il faut juste pas en manger. C'est bon, oui, au niveau gustatif, mais au niveau sanitaire, c'est très, très mauvais. Les HAP sont cancérigènes. Eh oui, et ça, on le sait. Vous avez cité les PCB, les polychlorobiphéniles, hein, c'est ce qu'on trouvait dans c'est le pyralène, par exemple. Hein, ça avait fait l'objet d'une polémique dans les transformateurs EDF, je me souviens à une époque. C'est un anti-incendie, je ne sais plus comment on dit exactement. Pourtant, c'est une famille de molécules qui était interdite il y a longtemps. Pourquoi on la retrouve dans le sol encore? Eh bien, c'est une très bonne question parce que tous ces polluants organiques chlorés
sont très persistants et non biodégradables, malheureusement. Même vos microbes, pardon, même vos microbes n'arrivent pas à les dégrader. Alors, c'est ce qu'on essaie justement, ça fait partie des projets de recherche. Dans le projet ALOIN, dioxine furane, eh bien, on a essayé de tester des micro-organismes, différents types de micro-organismes, par exemple des champignons microscopiques. On a essayé de tester des plantes associées à des champignons pour voir est-ce qu'ils étaient capables de dégrader, c'est-à-dire de métaboliser, de casser ce type de polluant. Mais le fait que la structure chimique de ces polluants possède des atomes de chlore, ça rend la tâche très difficile, même pour les micro-organismes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de problématique, le chlore? Vous allez me dire, le chlore, c'est l'eau de Javel. L'eau de Javel, ça tue tout. C'est juste lié à la nature chimique du chlore? Oui, oui, le chlore est toxique. C'est pour ça qu'on n'utilise plus, par exemple, pour désinfecter les eaux usées après traitement, on ne fait plus de chloration. Hein. On utilise l'ozone, les UV, mais plus de chlore, hein, parce que c'est très toxique. Donc, ça, c'est une fonction, en fait, un groupement chimique qui peut tuer les micro-organismes et donc toute forme de vie. Et c'est très difficile aux organismes vivants. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les PCB, les HAP, les dioxines, les furanes sont des molécules chimiques dont la structure est formée de cycles benzéniques. C'est des cycles benzéniques. Alors, c'est trop technique, hein, mais en fait, c'est le fameux hexagone, là, c'est ça? Tout à fait, tout à voilà. fait. Et qui le rend extrêmement solide, difficile à casser, cette structure. Oui, parce qu'il y a très peu d'oxygène. Il y a très peu d'oxygène et donc les micro-organismes, pour casser ou ouvrir ces cycles, il faut en fait qu'on amène de l'oxygène pour aider les micro-organismes à casser. Ça peut arriver, il y a plein de travaux qui montrent que certains micro-organismes ont la capacité ou le potentiel de dégrader ce type de molécules, mais dans des conditions très particulières, par exemple dans des conditions de laboratoire optimisées. Mais in situ, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est possible. D'accord. Alors venons-en à la faune, à la microfaune, la microflore ou la micro. Attendez, j'essaie de trouver le bon mot parce que champignon, c'est ni flore ni faune. Est-ce qu'il vit dans le sol? Voilà. Ce que vous nous dites, Anissa, c'est que le lien est pas univoque. Certes, il y a un impact de la pollution sur ces micro-organismes, mais ces micro-organismes ont aussi un impact sur la pollution, sur les polluants, en tout cas sur certains polluants. Comment vous testez ça? Comment vous voyez? Comment vous vous doutez qu'un microbe ou une association microbe-plante peut avoir un impact favorable pour nous sur la pollution? En fait, des micro-organismes tels que certaines bactéries, certains champignons saprotrophes utilisent ces polluants. Saprotrophes, c'est-à-dire qu'ils vivent au détriment de la matière organique en putréfaction, de la matière organique. En fait, ces champignons, tout simplement pour se développer, ont besoin d'une source de carbone et d'énergie, comme nous. Et donc, ils peuvent, si je prends le cas des champignons saprotrophes, justement, eh bien, en fait, certains d'entre eux sont des champignons ligninolytiques, c'est-à-dire capables de dégrader la lignine. Si je reviens à la structure chimique de la lignine, ben, je retrouve ces fameux cycles benzéniques, ce qui nous rappelle un petit peu la structure des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des PCB, des dioxines. Et donc, ces champignons, comme ils ont déjà la capacité de dégrader ce type de molécules qu'ils utilisent comme source de carbone et d'énergie, eh bien, l'homme, une fois qu'il a compris le métabolisme donc, de ces champignons, il s'est dit pourquoi pas utiliser ces champignons pour dégrader des polluants qui ont une analogie structurale avec les molécules qu'ils ont l'habitude de dégrader. Alors, ces champignons, ces bactéries dégradent ce type de polluants parce qu'ils ont l'arsenal enzymatique nécessaire, des enzymes qui sont capables de casser donc, ces molécules et donc de les transformer. On parle de biotransformation et encore mieux, si la molécule est minéralisée, ben, on passe d'un polluant toxique, nocif pour l'homme et l'environnement, à du CO2 et de l'eau, donc inoffensif. Donc ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait, c'est la minéralisation. Et tous ces phénomènes qui utilisent les micro-organismes pour dégrader les polluants organiques, bien sûr, hein, je parle de polluants organiques, eh bien, s'appelle la bioremédiation. D'accord. Mais vous disiez tout à l'heure que des polluants à base de cycles aromatiques ne pouvaient pas être dégradés. Or, pourtant là, la lignine ressemble un peu.
et Oui. elle est quand même dégradée. Donc, il y a quand même une limite qui est le cycle benzénique. Certains polluants qui ne seront jamais dégradés ou ils le seront quand même un peu. Ils le seront un petit peu, mais c'est très difficile. Ça va D'accord. prendre un peu plus de temps et il faut peut-être optimiser les conditions. C'est ce qu'on fait. En fait, on met le micro-organisme sélectionné en présence du polluant qu'on veut dégrader et on rajoute en fait des éléments supplémentaires, donc de l'oxygène, on rajoute des détergents biologiques, bien sûr, des rhamnolipides, de la subtiline, des molécules qui peuvent être produites par des bactéries du sol. Et c'est D'accord. comme ça, en fait, et après, on peut suivre le devenir de ces polluants grâce à bien sûr, au laboratoire, hein, grâce à des marqueurs radioactifs, grâce à l'étude des métabolites générés, et ainsi de suite. Alors justement, les métabolites générés, de façon générale, vous dites que vous pouvez suivre les produits de dégradation des molécules initiales. C'est vrai pour tout ça? Ou alors il y a des molécules, vous ne savez plus ce qu'elles deviennent? Ou est-ce que aussi on peut avoir, par la dégradation, la fabrication de molécules encore plus toxiques? Oui, en Ah, fait, c'est le risque. C'est le risque. Ce n'est pas toujours le cas, mais certains travaux ont montré que la dégradation de certains HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, pouvait générer des métabolites intermédiaires qui étaient plus toxiques que la molécule mère. ah bah comment on fait alors? Ah, c'est pour ça que tous ces processus de dégradation, de remédiation biologique sont toujours accompagnés par des tests de toxicité et d'écotoxicité pour voir un petit peu est-ce que la dégradation en fait amène ou génère en fait des molécules moins toxiques ou plus toxiques ou alors on n'a pas du tout atténué la toxicité. C'est indispensable de faire ces tests donc d'écotoxicité et de toxicité. D'accord. Alors, vous aviez un document très intéressant à nous montrer, hein, les trois grandes stratégies qu'ont les plantes, enfin les organismes vivants pour dépolluer les sols. Vous pouvez nous le montrer? Oui, en fait, effectivement, là, jusqu'à maintenant, on a parlé des micro-organismes du sol qui interviennent et qui peuvent effectivement dégrader les polluants organiques. Mais il faut savoir qu'il y a également d'autres technologies qui utilisent des plantes, la capacité naturelle des plantes pour dégrader ou éliminer les polluants. Et je vais vous montrer justement les trois principaux modes de phytotechnologie. On appelle ça des phytotechnologies. Est-ce que vous voyez mon schéma? Voilà, il est là, il est beau. Voilà. Alors ici, je vous ai représenté en fait les trois principales, uniquement trois, il y en a plus, mais là j'ai présenté les trois principales phytotechnologies qui peuvent être utilisées pour la remédiation des sols pollués. Alors, on a dans un premier temps ce qu'on appelle la phytostabilisation. Alors, la phytostabilisation utilise des plantes, tout simplement, des espèces végétales in situ, c'est-à-dire sur le terrain, qui ont la capacité d'immobiliser les polluants dans le sol, c'est-à-dire qu'ils vont réduire la mobilité des polluants. Et ainsi, en réduisant la mobilité des polluants, eh bien, on va éviter en fait la contamination des nappes phréatiques, on va éviter les envols de poussière. Et cette immobilisation va se faire par donc séquestration dans les racines ou alors par adsorption, donc fixation sur les racines, ou alors par précipitation dans le sol. Donc ce mode de phytotechnologie s'adresse plutôt aux polluants inorganiques, c'est-à-dire les éléments traces qu'on appelle communément les métaux lourds. Métaux lourds. Et Mais ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire que ces plantes, il ne faut jamais les arracher finalement. alors, ces plantes, de préférence, effectivement, il ne faut pas les arracher ou alors il faut renouveler la culture. D'accord. Mais il faut choisir la bonne espèce végétale. D'accord? Donc, Alors, par exemple, quelles espèces ou quel type de plantes absorbent les métaux lourds, certains métaux lourds? alors, le misconthus, par exemple, je vais vous montrer après et on va D'accord. terminer les trois phytotechnologies et D'accord. vous donner quelques exemples d'espèces végétales utilisées dans certains cas. Donc là, on va chercher pour la phytostabilisation plutôt des plantes qui ne transfèrent pas les polluants dans la partie aérienne. D'accord?
En revanche, vous voyez là, le deuxième mode de phytotechnologie, c'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Et là, on va utiliser des espèces végétales qui ont la capacité de transférer les polluants du sol vers les racines, des racines vers la partie aérienne. Il y a via trois phénomènes, ce qu'on appelle en fait tout d'abord la translocation, d'abord l'absorption, d'abord, puisqu'il faut faire passer les polluants du sol vers les racines. Ensuite, la translocation via le xylème, les tissus conducteurs de la plante. Et enfin, le stockage dans les parties aériennes. On utilise ici les plantes comme des pompes à polluants. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Donc, ça nous permet d'extraire les polluants. Donc, contrairement à la phytostabilisation, où ce n'est pas vraiment une méthode de phytoremédiation, mais plutôt une méthode de gestion d'un sol pollué, puisque les polluants restent sur place, mais ils sont beaucoup moins mobiles et donc beaucoup moins toxiques, aussi bien pour l'environnement que pour l'homme. La phytoextraction a pour objectif d'éliminer ou de transférer, donc d'éliminer les polluants du sol. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'élimination est uniquement partielle. Pourquoi? Parce que la phytoextraction s'adresse uniquement à la fraction phytodisponible, c'est-à-dire la fraction à laquelle les plantes peuvent accéder. D'accord. Alors ça, la phytostabilisation et la phytoextraction s'adressent plutôt à des polluants inorganiques, type métaux lourds ou métalloïdes. Alors, les métaux lourds, ça peut être du cadmium, du plomb, du zinc. Les métalloïdes, ça peut être de l'arsenic. Arsenic, oui. Le dernier mode de phytotechnologie qui peut être utilisé, c'est ce qu'on appelle la phytorhizodégradation ou la phytostimulation, qui utilise la capacité naturelle des plantes à dégrader cette fois-ci les polluants. Alors, la plante peut le mode d'action, c'est quoi? Soit elle va dégrader les polluants directement parce qu'elle excrète dans ses exsudats racinaires des enzymes capables de dégrader ces polluants, organiques cette fois-ci, ou alors le mode d'action le plus communément utilisé, c'est un mode d'action indirect, c'est-à-dire que la plante, on va l'utiliser ici comme un stimulateur de la flore microbienne du sol, ce qu'on appelle maintenant le microbiote. Et ce microbiote, comme il aura beaucoup de nutriments, il va donc être actif et de par son activité, il va avoir besoin de sources de carbone et d'énergie et il va donc s'attaquer aux polluants pour les dégrader en petits morceaux ou de préférence les minéraliser, donc les éliminer complètement. Voilà les trois modes donc de phytotechnologie utilisés. Alors, le terme phytotechnologie, on préfère utiliser le terme phytotechnologie au terme phytoremédiation, juste parce que la phytostabilisation, ce n'est pas vraiment de la remédiation, on n'enlève pas les polluants, on les gère sur place. On les empêche de bouger, d'accord. Voilà. Alors, pour répondre maintenant à votre question, quelles sont les espèces végétales qu'on peut utiliser? Je vais vous donner quelques exemples. Allez-y, et ensuite revenez vers nous, que je puisse vous poser des questions. Oui. Allez-y. Alors, allez-y. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Donc là, j'ai essayé de mettre juste quelques exemples. Il y a énormément d'espèces végétales qui ont la capacité en fait d'éliminer, de contenir ou d'extraire les polluants. Là, je vous ai mis les plus connus. On a quelques herbacées comme le régras, la luzerne et le trèfle qui sont beaucoup utilisées dans la phytorhizodégradation. C'est des plantes qui ont la capacité de dégrader certains polluants organiques type HAP ou hydrocarbures. Après, vous avez l'arabette de Haller, vous avez Nokia, vous avez Alyssum mural, en fait, qui, elles, sont des plantes, en fait, qu'on appelle les hyperaccumulateurs. Ce sont des plantes qui accumulent énormément d'éléments traces de métaux lourds dans leur partie aérienne, et donc on les utilise principalement pour la phytoextraction, quand on veut extraire les polluants. Ensuite, vous avez certaines graminées, telles que le blé, le maïs, et le fameux misconthus qu'on appelle communément l'herbe à éléphant. C'est de grands roseaux, produisent beaucoup de biomasse. C'est utilisé principalement pour la phytostabilisation. Et enfin,
Ce Deux n'est arbres. pas de l'astre, mais pas de, en fait, il y a aussi des arbres tels que le peuplier et le saule qui peuvent être utilisés en phytostabilisation et même le saule a été testé en phytoextraction. D'accord. Il y a une plante qui n'a pas de nom, Madame Lounès, Hadj-Sahraoui. Oui, je pense que c'est une hyperaccumulatrice. J'ai un trou là, par exemple, je n'ai pas mis le nom. Bon, bah, si vous-même vous savez pas son nom, je Peut-être vais qu'il y pas a vous- des gens qui la connaissent parce qu'elle doit être hyper connue. J'ai un petit trou là, mais c'est une hyperaccumulatrice. C'est-à-dire qu'elle est capable, on l'utilise pour la phytoextraction, pour ce qu'on appelle aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, le phytomining. C'est-à-dire utiliser des plantes pour extraire des polluants. Alors, quelqu'un vous suggère par Internet, vous suggère que c'est de l'origan. Oui, l'origan, oui, c'est possible, mais je pense que c'est pas le nom. Je n'ai pas mis le nom. Ah, parce que si c'est de l'origan, j'arrête d'en mettre sur mes pizzas. Non, non, mais bon, il y a aussi du blé, ça veut dire, mais quand on les utilise de façon contrôlée, quand on ne fait pas n'importe quoi, c'est possible. Mais je Bon, pense que c'est pas le en tout cas, en voyant le tableau, là, attendez, revenez vers Voilà. nous. Je vois qu'un agriculteur a tout intérêt à faire une rotation blé, couverture des sols à base de trèves, de raies gras et de luzerne, et puis ensuite mettre un petit coup de maïs, il est à peu près sûr de décaper ses sols. Oui, oui, oui et non. Alors, est-ce qu'il a intérêt à faire ça? Si ces sols sont pollués, je ne lui conseille pas de cultiver des plantes alimentaires, à finalité alimentaire. Mais est-ce qu'il y a des sols qui ne sont pas pollués en France, dans un pays qui a été aussi industrialisé? Chez nous, dans les Hauts-de-France, enfin, il n'y a pas un sol qui n'ait pas été placé sous les retombées des cheminées d'usine. Est-ce qu'il y a vraiment des sols qui sont non pollués? Est-ce que ça existe? Ben, je pense que oui, quand même. Je sais que sur le site de Métal Europe, enfin, l'usine Ouais. de Métal Europe a quand même pas mal contaminé, elle a contaminé environ 700 hectares de terres agricoles. C'est Ouais. pas rien. C'est vraiment une grosse problématique dans notre région, mais je pense qu'il reste encore des sols non pollués. Après, voilà, non pollués, ça veut dire quoi? Parce que tous les sols, par exemple, contiennent un minimum d'éléments traces, mais c'est ce qu'on appelle les fonds géochimiques. Qui viennent de la croûte terrestre, la dégradation naturelle comme Oui. l'aluminium. En Ouais. fonction des régions, les concentrations ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il faut dire que quand un sol est vraiment pollué, ça peut, par exemple, si je prends le site de Métal Europe que je connais bien, ça peut être 16 fois, 10 fois, 7 fois les concentrations des fonds géochimiques. Là, on peut parler d'une contamination. D'accord. Le site de Métal Europe vers Valenciennes, hein. Le site vers Evin Malmaison, Ah non, c'est pas celui-là que je connais alors. Euh, non. alors, il y a deux questions internes. Et puis, Blandine vous suggère le nom de saponaire pour la plante mystérieuse. Ça vous plaît? Oui, je pense que c'est plutôt Bon, ça. bon, Oui, ça me rassure. J'ai jamais mis de merci. saponaire sur mes pieds. Merci. Oui, oui, oui. Alors, question de Jean-Marie Mollet. Le microbiote du compost végétal est-il efficace pour remédier ces polluants? Alors, c'est une bonne question parce Eh que, oui. vous savez, les trois phytotechnologies que je viens de présenter, elles fonctionnent. Elles peuvent fonctionner, mais à des degrés plus ou moins poussés. Donc, ça dépend. Et pour justement améliorer la phytoremédiation, je vais garder le terme phytoremédiation, même si il n'est pas tout à fait exact, en fait, on peut rajouter des amendements et on fait ce qu'on appelle de la phytoremédiation assistée ou aidée. On va booster en fait la phytoremédiation pour optimiser et améliorer l'efficacité. Et parmi les amendements qu'on peut rajouter, il y a le compost. Le D'accord. compost est très intéressant à plusieurs titres parce que parfois, il est souvent riche en matière organique et il faut savoir que les sols anthropisés, pollués, sont souvent ont une qualité moindre en fait en termes de fertilité. Sauf Mhm. les sols agricoles, ça c'est une Mhm. particularité. Et en plus, ils sont effectivement non seulement riches
en microbiote, c'est-à-dire en champignons microscopiques et en bactéries microscopiques capables de dégrader certains polluants, mais aussi avec des vers de terre. Il y a des vers de terre, il y a toute la macrofaune, la mésofaune, donc, qui est hyper importante, bien sûr, pour la vie du sol. Donc, je dis oui, le compost peut être intéressant, mais ça dépend si on veut en fait dégrader. Il s'agit de polluants organiques ou de polluants inorganiques. Toute la question est là aussi. Hein. Autre question de Charles. Alors, je ne sais pas si son nom de famille, si le nom qui suit, c'est son nom de famille ou c'est parce qu'il habite dans un département. Charles Gers. Question. Pour les éléments traces métalliques, quid à la mort des plantes et la contamination des micro-arthropodes qui viendraient gratouiller dans ces plantes. Voilà, est-ce qu'on ne va pas diluer les polluants? Et puis, effectivement, ces plantes, une fois mortes, est-ce qu'il faut vite les expédier ailleurs pour éviter qu'elles ne relarguent? C'est une très bonne question. Eh bien oui. Parce qu'effectivement, si je prends là, la question se pose dans le cas de la phytoextraction. Quand on fait de la phytoextraction, ça veut dire qu'on va transférer les polluants du sol vers la partie aérienne de la plante. Et bien sûr, comme vous le savez tous, la partie aérienne de la plante, les feuilles par exemple, tombent. Oui. Et des travaux ont montré que les plantes hyperaccumulatrices, à l'automne, quand les feuilles tombent, vont enrichir. En fait, généralement, elles accumulent les métaux dans les feuilles. Et quand les feuilles se fanent et tombent, elles vont réenrichir encore le sol en métaux. Donc, à ce moment-là, quand on fait appel à ces hyperaccumulatrices et qu'on veut faire de la phytoextraction, eh bien, on essaie de trouver des astuces pour récupérer les feuilles. Généralement, quand On fait de la décide cueillette, quoi. de choisir ou d'appliquer la phytoextraction, on récupère les feuilles. Et généralement, on veut justement que les feuilles soient enrichies en métaux, par exemple le zinc. Vous récupérez le zinc derrière, c'est ça? Ben oui, on le récupère et on le recycle. Et le zinc est utilisé comme éco-catalyseur. Le nickel est utilisé également dans pas mal de procédés. Vous avez une société qui a fait un brevet Econic qui récupère le nickel. Le zinc, mais pardonnez-moi, avec quel coût énergétique et quel coût écologique? Parce qu'il ne doit pas y avoir de grandes doses de ces métaux. alors, là aussi, vous avez tout à fait raison. Et actuellement, les travaux de recherche, les projets de recherche, eh bien, on a une partie faisabilité technique. On s'intéresse à quelles sont les espèces végétales qui sont capables de stabiliser, d'extraire, de dégrader. Et une partie, ça s'accompagne obligatoirement d'une étude socio-économique. C'est-à-dire, est-ce que c'est viable d'un point de vue économique ou pas? D'accord. Si ça ne l'est pas, mais bon, certains projets ont montré quand même, par exemple pour le nickel, pour le zinc, que c'était économiquement viable. Le zinc est utilisé comme éco-catalyseur vert. Donc, il y a des équipes très connues en fait qui travaillent sur la récupération justement du zinc à partir des hyperaccumulatrices et il y a une entreprise qui fait du phytomining pour récupérer le nickel à partir d'Alyssum mural. Mais comment elles font, Anissa? Elles les brûlent, elles les réduisent en cendres et on récupère les métaux derrière? Comment on fait? Ou Non, ça non, 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 l'incinération est quand même polluante. En fait, ils utilisent des processus de chimie verte. D'accord, avec des solvants donc. Des solvants dits verts. Oui, des solvants organiques, verts, oui, d'accord. Non, pas organiques. Organiques, ils ne sont pas verts, ils sont organiques, mais c'est de nouvelles, en fait, c'est des réactions innovantes, des solvants innovants. C'est des projets qui vont dans le domaine du phytomanagement qui sont développés. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question des arthropodes. Des arthropodes qui viennent grignoter. Ah ben, j'allais vous la rappeler, vous inquiétez pas, hein, je ne vous lâche pas. Hein. Ça m'a rappelé ça. En effet, par exemple, le problème se pose dans le cas de la phytoextraction également. Et justement, il y a un test qui utilise des escargots, parce que vous savez que les escargots donc, se nourrissent de plantes, d'humus, de sol. Eh bien, ces escargots sont utilisés pour voir un petit peu est-ce qu'il y a un transfert des polluants dans les escargots ou pas.
Ça, c'est des tests qui accompagnent encore ces études de phytoremédiation. Alors, ce qu'il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, les personnes qui nous regardent et qui nous suivent, c'est que tous ces projets de phytotechnologie et de phytomanagement, on en parlera après du phytomanagement, en fait, sont au stade expérimental actuellement. Les phytotechnologies ont vu le jour en France dans les années 90. Elles ont beaucoup évolué ces dernières 20 années et c'est maintenant qu'on est en train de se poser toutes ces questions. Contamination de la chaîne alimentaire, viabilité économique, acceptabilité sociale, tout ça est mis sur la table et il y a énormément d'équipes de recherche qui s'intéressent à tous ces aspects-là et dans le même projet, on a tous les aspects qui sont étudiés. C'est généralement des partenariats, des consortiums pluridisciplinaires. Donc, il y a même des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à tout ça pour voir un petit peu qu'en est-il de ces méthodes. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce que d'un point de vue technique, efficaces? Si elles sont efficaces, est-ce qu'elles sont économiquement viables? Si elles sont économiquement viables, est-ce qu'elles sont acceptées par le grand public, par les agriculteurs, par les gens qui doivent en fait gérer ces sites et sols pollués? Il y a toutes ces questions qui émergent et qui rendent d'ailleurs justement ces projets très intéressants. Et je trouve que ces dernières années, ça avance beaucoup, ça progresse. Et voilà. Mais tout n'est pas encore complètement résolu. Eh ben, on va voir sur une autre question technique posée par Julien Thomas. Est-ce que la fougère Pteris vitata hyperaccumulatrice a été utilisée pour la phytoextraction de l'arsenic en France? Pose une colle. Alors, si elle est hyper accumulatrice, c'est possible. Il me semble que j'ai vu des études qui utilisent effectivement la fougère. Après, est-ce que ça a été utilisé ou testé sur l'arsenic? J'avoue que je ne sais pas. Mais si c'est une hyper accumulatrice, il y a moyen de tester ça. Bon, alors il y a Charles qui vous a posé la question tout à l'heure, qui vous suit beaucoup, hein. Il nous dit, pour les escargots, ce sont dans leurs fesses qu'il faut chercher. Voilà, sachez-le, allez chercher les crottes d'escargots, oui. Anissa. Et vous étiez déjà au courant. C'est tout à fait ça. C'est un sport que vous pratiquez régulièrement. Autre question. Oui, est-ce que nos plantes, est-ce que nos champignons, nos micro-organismes sont capables, c'est la question de Marc Lévy, qui n'a rien à voir avec l'écrivain, je suppose. Est-ce que ces organismes sont capables de dégrader les microplastiques? Eh bien, il y a actuellement des projets qui sont déposés, mais il y a très peu d'études sur la dégradation des microplastiques par les micro-organismes, mais c'est en cours d'analyse. Ça vous paraît possible, vu votre connaissance du métabolisme et de la physiologie de ces organismes, ça vous paraît possible? Je pense que ça va être difficile. Je dirais que c'est au même titre que certains polluants organiques persistants. Oui. Mais si on fait peut-être, on peut essayer d'optimiser les conditions pour voir donc la faisabilité de la chose. Mais à mon avis, ça va être très long comme processus. D'accord. Tous les processus longs, d'ailleurs les phytotechnologies aussi ont ce défaut de la lenteur. Il faut optimiser les conditions pour accélérer un petit peu le processus ou alors utiliser les méthodes biologiques uniquement quand c'est possible, quand il n'y a pas d'autres contraintes de temps. Vous parlez des contraintes de temps, oui. C'est une question que j'allais vous poser. Ces procédés dits naturels, si je vous comprends bien, Mimo, il faut avoir le temps pour qu'ils exercent leur pouvoir. Si on veut transformer une terre agricole malheureusement en ZAC ou en immeuble, non, là on va tout retirer. Oui, à mon avis, donc la première question qu'il faut se poser quand on veut se lancer dans les phytotechnologies, par exemple, et la première question que je pose moi, est-ce que de combien de temps dispose-t-on? Est-ce que le site dont il est question est disponible pour un certain nombre d'années, ou alors il y a une pression foncière derrière? À ce moment-là, si on me dit qu'il doit être dépollué dans les plus brefs délais,
les phytotechnologies, par exemple, ou les méthodes biologiques au sens large, ne sont pas les plus indiquées. Mais est-ce qu'on peut, pour nos amis qui nous regardent, est-ce que pour un sol lambda pollué normalement, on peut dire au bout de tant d'années, il sera bon? Enfin, il sera cultivable, par exemple? Euh, non, Non. non, Bon, non, je ne dirais pas ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les phytotechnologies n'ont pas pour objectif de passer d'un sol pollué à un sol non pollué. ah, Ça, c'est d'accord, réservé aux méthodes que vous connaissez très bien, qui sont les méthodes physico-chimiques. d'accord. D'accord? Ok. Donc le Elles but, c'est sont quoi alors? rapides, Hmm. efficaces, sauf qu'elles ont un gros, gros défaut, à mon sens, c'est qu'à la fin, on ne parle plus de sol, mais d'un matériau inerte. Ouais, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de matière organique. Non, plus de matière organique, plus de vie, Plus de vie, plus il n'y a de plus rien. microbiote. C'est Hmm. encore plus de macrophones, plus de mésophones, rien du tout. Donc D'accord. là, on peut plus. Donc, c'est vrai que les méthodes physico-chimiques sont hyper intéressantes, efficaces, même si elles sont polluantes, enfin, énergivores, là, bon, même si on fait abstraction de tout ça, mais le problème majeur pour moi, c'est qu'on n'a plus un sol à la fin. En revanche, pour les méthodes biologiques et notamment les phytotechnologies, c'est vrai qu'elles sont plus lentes. C'est vrai que le résultat n'est pas garanti. C'est vrai que je ne peux pas vous dire qu'au bout de 2 ans, vous reviendrez et vous allez avoir un sol. Mais vous avez un sol vivant. Et l'un la force majeure en fait de ces phytotechnologies, c'est qu'elles vont garder le sol vivant, elles vont améliorer la fertilité du sol, elles vont refonctionnaliser le sol. Donc, il y a un intérêt purement environnemental et écologique, chose que les méthodes physico-chimiques n'ont pas. Par ailleurs, si ces méthodes sont lentes, et il n'y a pas en fait un résultat, de toutes les façons, il n'y a pas de sol zéro pollution à la fin. Pour compenser ces inconvénients, on peut les appeler comme ça, eh bien, il faut combiner. C'est ce qui a été, c'est l'évolution de ces D'accord. phytotechnologies. On est passé des phytotechnologies aux phytotechnologies assistées et maintenant on parle de phytomanagement. C'est-à-dire qu'il faut considérer ces phytotechnologies à condition de les combiner à la valorisation de la biomasse produite sur ces sols pollués. À ce moment-là, ça devient très intéressant. C'est D'accord. ça qu'il faut savoir. Ok, il y a une autre question de Brigitte Roche. Vous y avez en partie répondu. Est-ce que les composés organiques dégradés en phytodégradation incluent les hydrocarbures? Donc, si tu balances de l'essence sur de la terre, est-ce que ça peut être dégradé naturellement? Oui, Bon, bah voilà. oui, les hydrocarbures, il y a eu énormément de travaux qui ont démontré que certaines bactéries, certaines espèces bactériennes et fongiques sont capables de dégrader les hydrocarbures totaux. D'accord. Autre question sur un autre polluant, mais qui a son avantage en agriculture. Question de Franck Michel. Les sols très excédentaires en cuivre ne sont pas considérés comme sols pollués de type industriel. Dans ce cas, quelles espèces utiliser pour éliminer ou réduire les taux de cuivre? Alors, pour le cuivre, on a la phytostabilisation et la phytoextraction qui sont possibles. D'ailleurs, il y a actuellement des travaux de recherche qui sont sur cette thématique, Avec qui quelle essaient en plante, fait dans par les exemple? vignobles, Ouais. oui, d'essayer de trouver justement quelles sont les plantes qui peuvent dépolluer ces sols. Donc, soit stabiliser le cuivre, soit en fait le transférer dans les parties aériennes. Et vous pensez à quelle plante qu'on pourrait mettre en interrang dans les vignobles? Oui, c'est ça. Non, C'est ce mais qui quelle plante on pourrait mettre? Quelle Ben, famille de plantes? en fait, il y a les plantes que j'ai citées qui sont majoritairement utilisées, mais il y a d'autres plantes, d'autres espèces végétales auxquelles on ne pense pas qui sont testées également. Alors, D'accord. ça peut être de la lavande, ça peut être. On est en train de voir est-ce que c'est ce type de plantes enfin, sur lesquelles on n'a pas travaillé dans le domaine de la phytoremédiation ou du phytomanagement ont peut-être ces capacités. Parce qu'en fait, il faut, en plus, je parle de plantes, mais en réalité, il faut parler d'holobionte. C'est C'est-à-dire, pas oula, la attendez, plante, holobionte. oui, holobionte. C'est-à-dire que ce n'est pas la plante tout seul qui va faire le travail, c'est la plante plus tout le cortège microbien Microbien, qu'elle la a au niveau de symbiose, sa d'accord. rhizosphère. Donc, D'accord.
tout ça qui va faire que ça va marcher ou pas. D'accord. Une question de Thomas non pas Thomas Beauvais, Lionel Elzéar sur le chlordécone. Alors, pour y être allé et y avoir travaillé dans les Antilles, c'est une catastrophe. Oui, Ça s'est accumulé dans les terres, dans les sédiments. Donc, même quand on ne l'utilise plus, de toute façon, ça revient, il suffit de remuer le sédiment. On peut le phyto-extraire, remédier, casser le chlordécone. alors Ouais, le c'est une grosse chlordécone, c'est molécule, hein. un polluant organique chloré. Un POP, un polluant organique persistant. Persistant. Donc, très difficile, effectivement. Pour la phytostabilisation et la phytoextraction s'adresse plutôt aux inorganiques, hein, les éléments D'accord, on a traces. bien compris. Et la phytorhizodégradation pour donc, les organiques. Et parmi les organiques, effectivement, le chlordécone qui est très, très persistant. Les gens, je pense qu'il y a eu des travaux de phytoremédiation, mais voilà, les taux de dégradation sont très faibles. C'est ce qui me semble avoir lu également. Autre question très maligne de Thomas Beauvais. Est-ce que les terres rares peuvent être traitées par les phytotechnologies? Oui, il y a une équipe à Nancy, à Ouais. l'Université de Lorraine, qui justement est en train d'adresser ce projet novateur, avec les Chinois d'ailleurs, avec la Chine, les terres rares. Et donc, a priori, il est possible effectivement de faire de la phytoremédiation des sols donc, qui contiennent des terres rares. Mais là, pour le coup, est-ce que, vous allez sans doute rigoler, hein, cette question est sans doute stupide, est-ce qu'on peut se passer des mineurs d'ouvrir des mines simplement en mettant des plantes qui iraient chercher les terres rares? Alors, il faut peut-être juste rester un peu raisonnable. Voilà. Les plantes sont capables de faire ça. Il y a le potentiel existe, mais c'est très lent. Il y a eu des études qui ont montré que la phytoextraction, en fait, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, elle est partielle, c'est-à-dire qu'il n'y a que la fraction phyto disponible ou biodisponible qui va passer dans la partie aérienne. Et cette partie-là, en fait, elle met des années et des années. Je pense qu'il y a une collègue qui a essayé de faire le calcul du temps que ça peut prendre par hectare et elle a trouvé 100 ans ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je reviens encore une fois Ouais. au fait que les phytotechnologies ne sont peut-être pas la méthode miracle pour la phytoremédiation, pour se débarrasser des polluants, mais c'est pour gérer des sites pollués et pour les combiner, il faut trouver un moyen de valoriser la biomasse produite. Est-ce que, justement, là, vous me tendez une perche, vous ne le saviez Ça, pas, je vous le dis. Est-ce que la méthanisation peut être une façon de gérer cette biomasse produite qui a accumulé des polluants? Oui. oui, oui, dans le nord, justement, il y a un gros projet de méthanisation. Mhm. Et il est envisagé qu'on produise en fait des plantes sur sol pollué pour alimenter le méthaniseur. Ouais, mais qu'est-ce que vont devenir les polluants? Ils vont passer par la cheminée, ils vont s'accumuler dans le digestat. Est-ce qu'on ne fait pas que déplacer le problème? Ils vont s'accumuler dans le digestat, ça c'est clair. On a déjà fait des tests. Maintenant, la question qui reste encore, il y a un verrou, c'est que fait-on des digestats? Et ben Parce voilà, c'est qu'on la est question que j'allais vous poser. concentré. Que fait-on des digestats? Mais bon, la quantité sera moindre et donc voilà, il y a peut-être l'incinération, comme il y a certains proposent l'épandage, le réépandage. Ben oui, mais s'il y a déjà des polluants dedans. Oui, justement, on fait de l'épandage sur des D'accord. sols pollués. D'accord. Vous voyez? Pour le OK. moment, c'est vraiment à l'étude. Et en fait, l'un des verrous qui reste à résoudre, c'est le statut réglementaire de C'est la ça. biomasse produite sur des sols pollués. Quel statut, d'un point de vue réglementaire, on donne à cette biomasse? Là, le statut d'aujourd'hui, c'est ils sont considérés comme toxiques, polluants. C'est ça, cette biomasse. Ouais. Et quel statut il leur faudrait, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait changer réglementairement? À mon avis, à partir du moment, alors je vais vous prendre l'exemple d'un projet qu'on est en train de développer actuellement, c'est l'utilisation de plantes aromatiques. J'en ai pas cité dans les espèces végétales couramment utilisées parce que c'est nouveau. On propose de donc, cultiver des plantes aromatiques sur le site de Métal Europe, chose qu'on a faite. Et ces plantes aromatiques, eh bien, pour deux objectifs. On veut savoir si ces plantes aromatiques sont capables de faire de la phytostabilisation Mhm.
Et deuxième objectif majoritaire, c'est celui-là qu'on vise, c'est de produire des huiles essentielles à activité donc non alimentaire, à finalité ou à usage non alimentaire. On veut produire en fait des huiles essentielles à activité biologique et notamment à activité biopesticide. Et dans ces huiles essentielles, on ne va pas condenser ces polluants? Bonne question. Donc, l'une des questions du projet, est-ce que des huiles essentielles issues d'une biomasse végétale produite sur sol pollué sont contaminées ou pas? Nous l'avons vérifié et les huiles essentielles produites sur sol pollué, donc extraites à partir d'une biomasse végétale produite sur sol pollué, ne sont pas plus contaminées que des huiles essentielles donc issues de plantes cultivées sur des sols non contaminés. Donc, c'était la bonne nouvelle en fait du projet. Je peux vous montrer quelques images de ces projets. Par exemple, ici. Donc là, vous voyez, c'est un champ de sauge. Et oui, pour le lapin, c'est très bon. Oui, c'est très... alors, deux remarques. Vous voyez là la sauge, on est sur le site de Métal Europe. Le site de Métal Europe est fortement contaminé par du plomb, du cadmium et du zinc et d'autres éléments traces, mais qui sont à des concentrations moindres. Alors, première chose, première bonne surprise de ce test, la sauge s'est développée sur ce sol sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir, c'était très beau et le taux de recouvrement de cette espèce végétale était énorme. Elle est arrivée toute seule, Anissa, elle est arrivée toute seule, la sauge, ou vous l'avez plantée? Non, 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 on l'a plantée. Ah bon, d'accord. On l'a introduite, effectivement. On l'a introduite et on a fait le même test sur un sol non pollué de la région Hauts-de-France et on a eu les mêmes rendements en biomasse. Une fois donc ces plantes cultivées, on a en fait récupéré toutes les inflorescences. Donc on a récolté les inflorescences et là, comme vous pouvez le voir, on a fait donc la distillation chez un producteur d'huile essentielle de notre région et on a produit des huiles et nous avons analysé ces huiles essentielles et il s'est avéré que la teneur en éléments traces métalliques dans ces huiles essentielles était équivalente à celle des huiles que nous avons cultivées à celle des plantes que nous avons cultivées sur des sols non pollués. On est allé encore plus loin, nous avons comparé les teneurs en métaux dans nos huiles par rapport aux teneurs des métaux qui sont contenus dans les huiles qui sont commercialisées actuellement, qui sont sur le marché. La sauge, existe, l'huile de sauge existe. Et on a vu que nos huiles, qui sont produites à partir de plantes cultivées sur sol pollué, contenaient pratiquement moins de métaux lourds que celles qu'on utilise tous les jours et qui sont commercialisées. D'accord. Voilà. J'ai encore quelques questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Ah, si. On a fait ça aussi avec de la coriandre, si vous voulez voir ça. Voilà. Pareil, vous pouvez constater que la coriandre s'est développée sans aucun problème. En fait, on a travaillé sur les parties aériennes et sur les graines aussi. D'accord. Donc ça veut dire finalement, il suffit de laisser faire la nature ou de l'aider un tout petit peu pour hâter la dépollution des sols? Alors, on peut laisser faire la nature. C'est ce qu'on appelle l'atténuation naturelle. Oui. D'accord? Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Parce que c'est ce qui se passe chez nous dans le Nord, sur les terrils, par exemple. Oui, c'est vrai. On peut laisser la nature, mais si on veut booster un petit peu le processus, on peut rajouter des amendements. Alors, c'est ce qu'on a fait encore une fois donc là, on a fait aussi, je peux vous montrer l'angélique. Vous pouvez voir également, ça, on est toujours sur le site de Métal Europe. Eh bien, on a testé encore une autre plante aromatique qui intéressait notre producteur d'huile essentielle, qui était l'angélique. Et cette fois-ci, on a récupéré en fait les graines d'angélique. D'accord. Vous pouvez le voir, ça s'est développé sans aucun problème et les rendements étaient vraiment satisfaisants. Et les huiles sont en cours d'analyse. On ne sait pas encore si les huiles ne contiennent pas d'éléments traces métalliques. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ça.
Est-ce que vous voyez l'autre? Non? Voilà, on y est. Les 6 Oui. photos. Allez-y. Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Toujours sur le site de Métal Europe, on s'est dit que pour la coriandre, on a eu un petit souci, c'est-à-dire que l'huile essentielle produite à partir de la coriandre cultivée sur les sols n'était pas contaminée. Mais je vous ai dit que la première question qu'on se posait, c'était est-ce que ces plantes aromatiques faisaient de la phytostabilisation? Qui dit phytostabilisation, c'est-à-dire immobiliser les polluants dans les sols. Et malheureusement, avec la coriandre, on s'est rendu compte que les polluants ne restaient pas dans le sol, mais passaient dans la partie aérienne. Et donc, le fait que ça passe dans les parties aériennes, ben, ça veut dire qu'on ne fait pas de la phytostabilisation. Et donc, du coup, on s'est dit peut-être que pour éviter ce transfert dans les parties aériennes, il faut apporter des amendements. Et c'est là qu'on a testé 2 types d'amendements. Des amendements minéraux, type des laitiers sidérurgiques, par exemple. On a testé des amendements organiques, comme le compost, comme les boues. On a testé également des amendements qu'on appelle biologiques, c'est-à-dire on a rajouté des micro-organismes bénéfiques, tels que des champignons mycorhiziens. Et ça, c'est une expérimentation qui est en cours. Elle est en fait plus petite que celle de l'angélique, sauge et coriandre, parce que les autres, c'était des démonstrateurs de l'échelle de l'hectare, alors que celle-ci, c'est des micro-parcelles. Et là, l'analyse est en cours, donc je vous dirai la prochaine fois le résultat de cet ajout d'amendement. Est-ce que ça peut jouer en fait sur la phytostabilisation, mais aussi ce qu'on suit dans ce cas-là, c'est la refonctionnalisation du sol, c'est-à-dire qu'on suit tous les micro-organismes. On fait une analyse des communautés microbiennes, on regarde également la mésofaune, ainsi de suite. Bon, vous nous rassurez, Anissa, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de pessimisme à avoir. On a des solutions pour à peu près tout. Il faut juste avoir un peu le temps et puis le temps de faire de la recherche. Ce que vous testez là, est-ce qu'on peut le tester? Est-ce qu'on peut l'activer sur des sols qui ont été excavés, hein, qui sont réglementairement balancés à l'incinération? Est-ce qu'on peut se dire, bah voilà, on va faire tourner dessus nos microbes et nos plantes, et puis ensuite, on en fera autre chose de plus utilisable. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. En fait, vous parlez finalement de ce qu'on appelle le bioventing. Par exemple, quand on excave les sols pollués, les usines de traitement de ces sols peuvent utiliser des méthodes biologiques qu'on appelle, donc le bioventing, c'est quoi? C'est tout simplement prendre le sol et rajouter de l'oxygène aéré pour activer ou stimuler le métabolisme microbien pour que ces micro-organismes, encore une fois, nos bactéries, nos champignons du sol, puissent dégrader les polluants. Mais le bioventing cible plutôt les polluants organiques, type hydrocarbures. D'accord? C'est ce qu'on appelle également les biopiles ou le biotertre. Donc ça se fait. Mais l'intérêt quand même des phytotechnologies, c'est de les faire in situ. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'excaver. Et l'intérêt des phytotechnologies, c'est de les appliquer sur de vastes superficies. Voilà, c'est un intérêt majeur en fait également. En plus de tout ce qui est écologique, parce que ça refonctionnalise le sol, ça lui redonne ses fonctions primaires, hein, ses services écosystémiques. Ça permet également, en fait, on peut même rajouter des plus-values, c'est-à-dire que ça peut augmenter la biodiversité, ça peut en fait diminuer l'effet l'effet de serre, en fait, des gaz à effet de serre. Il y a plein d'avantages, mais cette fois-ci écologiques, c'est ce qu'on appelle en fait des avantages non monétisables. On ne peut pas peut-être, pour l'instant, vous m'avez parlé tout au début des bilans économiques, c'est-à-dire est-ce que c'est viable? Eh bien, nous, on se bat pour que dans ces bilans économiques, socio-économiques, on rajoute en fait les bénéfices environnementaux et écologiques. Ils n'ont peut-être pas de prix, on ne sait pas encore pour le moment les chiffrer, mais ils ont un grand intérêt, bien sûr. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Donc, Donc, c'est-à-dire qu'avec ces méthodes, on peut, parce que vous savez, en France, il y a une grande pudeur à utiliser les friches industrielles et commerciales, contrairement à d'autres pays, si ce n'est à grand coût. Et du coup, ça n'est possible que là où le foncier est cher. Ça veut dire qu'avec cette méthode-là, si on se donne quelques années, on peut transformer une friche industrielle en jardin public, voire en zone résidentielle? oui, oui, je pense que c'est possible parce qu'effectivement, un des objectifs, c'est qu'il faut garder en tête, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que les gens parlent uniquement d'intérêt, en fait, de remédiation et d'intérêt économique. Je pense que la remédiation, on ne peut pas arriver à une pollution, zéro pollution avec les phytotechnologies. Donc ça, il faut oublier en quelque sorte. En revanche, d'un point de vue économique, je pense qu'en combinant avec la valorisation de la biomasse produite sur ces sols et faire du phytomanagement, alors il y a beaucoup de projets. Hein. Vous avez l'exemple des huiles essentielles, vous avez la production de bois, de paillage avec le miscanthus, vous avez des projets avec le chanvre pour produire en fait des fibres et faire des bétons, des briques de béton en fibres, des écomatériaux, vous avez du bois énergie, vous avez énormément de filières possibles et qui ont été donc vérifiées avec donc la biomasse produite sur ces sols pollués. Mais il n'y a pas que ça. Il faut en fait garder en tête et peut-être réfléchir un petit peu autrement pour préserver la nature, l'environnement, les services écosystémiques que les sols nous rendent, qu'ils soient pollués ou pas. Il faut regarder maintenant les sols pollués comme une opportunité de développement, comme une ressource en fait, et des gisements pour développer de nouvelles technologies. Je pense que c'est là où ça va marcher. Et alors, actuellement, il faut dire que les phytotechnologies ne sont utilisées que dans 3% des opérations de gestion des sites et sols pollués. Ça, il ne faut pas se le cacher. Parce que ça prend trop C'est-à-dire, de temps, tout simplement. pardon, Parce que ça prend trop de temps, tout simplement. parce que ça prend trop de temps, parce qu'on n'arrive pas à une dépollution complète, mais parce qu'aussi il y a une méconnaissance de ces méthodologies. Et là, pour connaître ces méthodologies, il faut que les bureaux d'études, les décideurs, les maîtres d'ouvrage, en fait, s'entourent de tous les experts du domaine du phytomanagement. Et là, c'est pluridisciplinaire. Hein. Il faut des pédologues, des agronomes, du génie végétal, de la toxicologie, de l'écotoxicologie, du génie des procédés, de l'économie, des sciences sociales et humaines. Et c'est tout ça qui va faire que ces phytotechnologies peuvent émerger, mais à condition de ne pas réfléchir uniquement en termes d'intérêt économique. Je pense qu'il faut réfléchir aussi en termes d'externalités positives. Parce qu'on a toujours considéré les sols pollués comme des externalités négatives. Là, il faut que ça change et qu'on voit un petit peu ce que ça peut apporter. Il y a plein de projets qui ont montré que ça pouvait avoir un intérêt paysager, esthétique, phytomanagement, enfin, bon, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire et vous en avez encore plein à dire. Et il est vrai que ben, simplement le fait que dans le Nord, hein, chez nous, les carreaux de mine voilà, se sont tellement végétalisés qu'ils sont devenus des lieux de promenade, ce qu'on n'imaginait pas avant. Oui, La grande fierté des anciens mineurs. Moi, j'ai appris la botanique hein, sur les terrils avec José oui, Godin, et notamment à la Maragorio, car il y a l'effondrement de mines, là où la nappe est remontée. Belle zone humide, magnifique. oui, Je ne croirais pas qu'il y a du schiste dessous et des stériles, hein, donc d'où le terme terril. Deux petites questions. Je demande une réponse rapide. Une question, c'est de moi. Vous parlez de miscanthus, mais j'ai l'esprit d'escalier. J'ai fait un film là pour TF1 au mois de septembre sur le bois énergie et un fabricant de chaudières développe la culture de miscanthus pour fournir un combustible pour ses clients. La question que je lui ai posée, c'est oui, mais si votre miscanthus il est plein de polluants, que deviennent les polluants? Il m'a répondu, je ne sais pas. non, 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 on le sait parce qu'il y a eu un projet qui est le projet Fitner. D'ailleurs, j'ai une photo que je n'ai pas passée. Je vais vous la Alors passer. rapidement, parce qu'on arrive à la Voilà. fin. Vous la voyez? Eh bien, en Oui, fait, c'est le projet Fitner. On a en fait testé le miscanthus sur les sols pollués et on a en fait analysé justement après incinération tous les gaz, tous les contaminants et on trouve uniquement des traces.
Bon, c'est parfait. On a un beau chevalet de mine là derrière le miscanthus. Deuxième et dernière question, réponse rapide de Yanni Marty. Les fleurs des végétaux capables de phytoextraction sont-elles dangereuses pour les pollinisateurs? Et revenez vers nous. Anisson ne vous voit pas. Attendez, comment ça se fait que... Ah ben non, moi je veux vous voir, hein, je ne veux pas parler de tracteur. Voilà. Voilà. Donc les pollinisateurs, est-ce qu'ils peuvent récupérer les polluants extraits, stockés au niveau des fleurs? Oui, oui. Eh ben voilà. Enfin, c'est une bonne question. Il y a des projets qui ont abordé ce sujet-là et qui ont montré que c'est possible. C'est pour ça que pour la phytoextraction, on préconise d'utiliser des espèces végétales non appétantes, Très c'est-à-dire bien. qui n'attirent pas Ils n'attirent pas les pollinisateurs. les OK. pollinisateurs notamment, mais c'est une possibilité. Mais il faut peut-être couvrir, il y a des possibilités, il faut imaginer des solutions. Et je répète encore, tout reste à faire. On est vraiment en France au stade expérimental et on est exactement au stade des démonstrateurs. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous? Oui. Lesquels? Et bien, en fait, en Europe, je pense que la Belgique s'intéresse énormément aux phytotechnologies. Et ils ont un petit pas d'avance sur nous. Et en Amérique, vous avez donc les États-Unis, le Canada qui utilisent déjà ces phytotechnologies beaucoup plus que nous. Et actuellement, c'est la Chine et l'Inde qui prennent le dessus, comme pour tout. Comme pour tout, bah oui. Bah, voilà, vous avez tout dit. Mais bon, nous, on a des collègues scientifiques chinois, indiens, américains, on travaille tous ensemble et je pense que ça va finir par se développer, mais il faut changer de façon de penser et de paradigme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre qu'avec les phytotechnologies, on dépollue. Non, non, on a bien compris. Okay. Vous l'avez bien expliqué, vous avez été parfaitement clair et vous êtes enthousiaste. On a envie de vous écouter pendant des heures. Mais voilà, le temps passe. Hein. Le temps dont je dispose n'est pas celui de la phytoextraction-remédiation. J'ai plutôt un temps industriel. Voilà, il faut aller plus vite que la petite musique naturaliste. Anissa Lounès Hadji Sahraoui, merci. Vraiment, le sujet est loin d'être simple et vous avez été parfaitement clair. Et puis, ça m'a rappelé mes études que j'ai terminées il y a déjà longtemps. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, c'est tout. Merci encore. La prochaine émission, mesdames, messieurs, et vous êtes encore pas loin de 80, vous nous avez maintenus en haleine. Anissa Lounès Hadji-Sahraoui. Donc, la prochaine émission, ce sera, mesdames, messieurs, le 29 mars. Forcément un mardi, parce que de toute façon, c'est dans le sol, c'est le mardi. D'ici là, sera publié, mis en ligne, le replay de l'émission du mois dernier sur les nématodes. Et oui, ne me demandez pas pourquoi le replay n'arrive que maintenant, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Voilà. Quant à moi, voilà, c'est ma petite tradition. Ce soir, ce sera donc paupiètes de veau avec une purée de panais. J'avais pensé faire une réduction de vin, mais j'ai bu de vin vu que je l'ai bu hier soir. Voilà, donc il n'y aura pas de réduction de vin. Merci encore, merci à vous tous et à vous toutes. Merci encore Anissa Lounès Hadji-Sahraoui pour votre clarté et surtout votre enthousiasme. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous pouvez reprendre une vie normale. Ne regardez pas trop du côté de la Russie, ça va vous déprimer. Ne regardez pas trop du côté de la campagne présidentielle, c'est encore pire. Allez du côté de la Côte d'Opale, même s'il ne fait pas beau, c'est quand même très joli. À bientôt et au 29 mars.